Eh ben, salut David. Salut Xavier. Ça fait vraiment plaisir que tu sois ici à la maison. Moi, je suis très honoré que tu me reçoives. Alors, David Latassa, c'est pour les lecteurs des 4 saisons du Jardin Bio, qui est quand même la revue, quand même, hein, c'est la revue. Eh ben, les lecteurs connaissent David puisqu'il est le jardinier, on va dire, un peu référent, celui chez qui sont faites toutes les prises de vue. Pour la chaîne YouTube des 4 saisons, on va vous mettre le lien, hein, bien sûr. Et alors, ce qui est assez magnifique, je trouve, dans ton parcours, c'est tu définis comme un jardinier amateur de jardin. Donc déjà, ça c'est plutôt joli, avec cette idée de dire, maintenant, on va aller vers plus d'autonomie. C'était ça l'objectif. Hein. C'était ça l'idée, parce que il y a plus de 20 ans maintenant, je suis devenu papa. Donc moi, j'ai toujours jardiné avec mes grands-parents, avec mes parents. Et quand les enfants dans mon foyer sont arrivés, je ne pouvais pas concevoir de ne pas leur transmettre des choses. Ok. Voilà. Et donc l'idée, c'était de nous rendre, entre guillemets, autonomes au potager, au jardin. Voilà. Pari réussi, et maintenant j'essaye de transmettre tout ça à d'autres via nos vidéos. Alors, une petite question au préalable, tu es dans quelle région et quelle surface de jardin tu cultives? Alors on est précisément en Isère, sur les contreforts de la Chartreuse, dans un petit village, voilà, à côté de Voiron, pour ceux qui connaissent, là où on fait l'alcool de Chartreuse. Ah ben on va connaître. Voilà. Je cultive sur environ 500 mètres carrés. Ah, c'est peu. Et j'ai un terrain de 6000 mètres carrés. D'accord. Donc, c'est un bon signe pour tous nos auditeurs. C'est-à-dire l'idée que, attention, 500 mètres carrés, quand c'est bien cultivé, quand c'est bien travaillé, des rotations, ça envoie. Oui. Le sol est jamais au repos, ou quasiment. D'accord. Ouais. Okay. Tu évoquais donc l'importance pour toi de transmettre aux enfants, etc. Et l'importance aussi du fait que toi, on t'est transmis. Alors, avec qui tu as appris? Et comme on n'arrête jamais d'apprendre, avec qui tu apprends encore? Alors, avec qui j'ai appris au tout début avec mes parents, mon père. Mon père qui était quand même passionné par le jardin. Il était sidérurgiste et sur son temps de loisir, c'était ou le jardin ou la pêche. Donc on allait ou au jardin ou à la pêche. Mon grand-père aussi. Donc lui, il m'emmenait carrément dans sa carriole, attelé à sa mobilette, et on allait au jardin, et je passais des journées entières au jardin. Aujourd'hui, avec qui j'apprends? Avec des gens comme toi. Si, il faut le dire, avec d'autres. Mais moi, je me nourris en fait de toutes les situations, je me nourris des gens, j'aime parler avec les gens, et c'est au travers de ces discussions que j'apprends. Et on apprend tout le temps. En fait, je me rends compte que je ne sais pas grand-chose finalement. Ben oui, moi j'aime beaucoup ce dicton de base. J'ai toujours en tête, c'est « on est jardinier, on meurt apprenti ». C'est une bonne nouvelle. Ah, ça c'est beau ça. Alors, quand deux jardiniers se rencontrent, de quoi ils parlent? Ils parlent du mauvais temps. Ouais, de pluie, de grêle, le vent chaud, il pleut pas assez. Voilà, il y a toujours un élément qui vient perturber la vie du jardinier. Voilà, et une fois que les plaintes sont passées, là on rentre dans le vif du sujet et on commence à parler légumes et graines. Et un grand merci parce que voilà, tu es arrivé avec des graines importantes et c'est comme ça en fait que les semences paysannes se transmettent. Hein. Alors moi j'ai pas voulu arriver les mains vides chez toi, tu me fais quand même l'honneur de nous recevoir. Là j'ai 3 petits pots là, dans lesquels il y a la transmission. Ce que j'ai reçu de ma famille, de mes aïeux, du maïs, du haricot, ça, c'est arrivé d'une autre façon dans notre vie. Le maïs, c'est un maïs population, ça vient de Calabre, enfin, à l'origine, ça vient de Calabre, puisque c'est transmis par mes aïeux, ma maman, ma grand-mère, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est un maïs population. Je t'expliquerai comment on le consomme, parce que c'est pas le tout de cultiver des légumes, il faut aussi savoir comment on les transforme, à quel stade on les transforme, comment on les accommode. C'est pas un maïs doux. Ouais. Donc lui, il se cuit à l'eau salée et il se ramasse pas à maturité. D'accord. Voilà. Ça, c'est mon trésor. C'est les haricots que je tiens de mon père. C'est du haricot aram.
Voilà. Mon grand-père est arrivé avec dans ses valises. Je t'ai dit, j'ai une anecdote à ce propos. C'est que mon grand-père, après-guerre, est parti de Calabre pour aller travailler en Lorraine, dans la sidérurgie. Et dans ses valises, il avait emmené des semences de haricots. Génial. Voilà. Et il me racontait, j'étais gamin, moi, tu sais, avec mon regard d'enfant, il me racontait qu'en traversant les Alpes italiennes, eh ben, il a eu une frousse pas possible, puisqu'il entendait les loups hurler en pleine nuit. Tu vois. Ouais. Donc, pour moi, ça, c'est une histoire et c'est un trésor. Ok, on va en prendre soin alors. Eh bien, j'espère. Bah ouais. Et ceux-là, ils vont te nourrir de 3 façons. Tu peux les manger aux 3 stades, comme le Aux 3 phénomène stades. Aram. Aux 3 stades. Ah, ça c'est génial. Haricots verts, Ouais, haricots grains frais, ouais. haricots grains secs. Ah, ça c'est top ça. Et juste pour les gens qui nous voient ou nous écoutent, vous trouverez dans le commerce, il y a peu de variétés hein, qui offrent cette possibilité. Et au Biogerme, vous trouverez Phénomène Aram, qui est un des rares, effectivement aussi, qui soit bon à ces 3 stades. Et il n'a pas de fil. Ouais, ah ouais, c'est génial ça. Et puis donc le pois chiche noir, celui-ci il vient d'Italie. C'est un pois chiche de la région des Pouilles, pour ceux qui connaissent, c'est au sud de l'Italie. Alors lui, je le trouve exceptionnel, d'une part parce que déjà il est beau. Quand lui on le cultive, l'avantage c'est que quand on va battre la semence, Ouais. en fin de saison, quand la cosse est sèche. Ouais, parce qu'on est il y a 1 à 2 graines par cosse. Ah oui, hein. pas plus de 2. Hein. Ah ouais. Alors, il y a une multitude de cosses par Oui, plant. heureusement. Ouais. Mais c'est vrai que la cosse est pas très généreuse en soi, puisqu'il n'y a que 2 grains par cosse. Par contre, quand tu bats ça sur une aire, l'avantage, c'est que dans la paille que ça va rendre, tu le vois, lui. Ah oui, il est noir. Il est noir. Bah oui, La bien paille sûr. étant couleur paille, Ouais. lui, tu le vois. Ah, cool. Voilà. Et pour ne rien gâcher, il a un goût plutôt sympa, sucré. C'est un pois chiche qui a du goût. Alors, en plus de ça, pour moi, le pois chiche, là, ça tombe vraiment très bien. Bon, déjà, parce que, voilà, c'est une grosse graine. Et puis, pour moi, maintenant, c'est plus facile de manipuler les grosses graines. Mais aussi, il fait de plus en plus chaud, de plus en plus sec, de plus en plus aride. Ça ne manque pas voilà, beaucoup, ça ne manque pas beaucoup d'eau. Hein. Et voilà une plante parfaitement adaptée à cette évolution climatique qu'on subit, plus qu'on connaît d'ailleurs à mon sens. Et quand tu présentes à tes convives un houmous noir, c'est la classe. C'est étrange. C'est la classe, faut bien reconnaître. Bon, eh ben, du coup, moi, je me sens tout pitchoun. Ah bon non. Et on avait parlé ensemble de la larme de Job, tu sais, la plante à perles. Oui. Donc, voilà quelques graines que tu pourras semer en pensant à tous ces prêtres, ces patenostiers, ces moines qui l'ont semé à une époque pour faire des chapelets, tout simplement, et en pensant aux enfants et aux petits-enfants qui se régaleront de faire des colliers avec d'une perle naturelle végétale. Eh ben, écoute, ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus que j'ai une épouse qui est artiste. Ah bah oui. Et elle va se régaler avec tout ça. Ouais. 2 autres petits trucs que je voulais t'offrir, parce que ça, c'est la liane de Madère. C'est pas... Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est beau. Bon. Non mais attends, c'est de la porcelaine, c'est toi qui as fait ça. Oui, mais je ne vais pas te faire croire que je les ai toutes peintes à la main, mais hélas non. Mais on n'en est pas loin. Non, c'est sublime. Elle, c'est la liane de Madère, mais on va aller la voir. C'est une plante super intéressante parce qu'on peut la consommer en feuilles et en salade. Plante à codex. Le codex, c'est cette réserve qui se fait, et c'est fait pour tenir le choc pendant des mois, sans une goutte d'eau. Ah oui. Donc ça nous intéresse quand oui, même. oui. Voilà pour... Alors tu m'expliqueras quand même comment la cultiver. Ouais. Est-ce qu'il faut la rentrer l'hiver ou pas? J'imagine Madère, c'est pas gélife. Eh ben non, justement, elle gèle pas, va savoir. Et en plus ça, il faut juste prévoir de la faire grimper, on va aller la voir, et puis elle monte toute seule. Elle s'occupe, elle a à peine besoin de nous. Et puis un petit que j'aime beaucoup. Honnêtement, moi je ne le récolte pas ici, c'est une terre trop lourde et il casse. C'est l'igname de Chine. Alors l'igname de Chine, il est difficile à trouver parce que c'est une multiplication, c'est du 1 point. On coupe la tête et puis on replante en fait. Et là, moi l'igname de Chine, ici, c'est naturalisé. Il
il fait des bulbilles qui sont toxiques, hein, faut faire gaffe, faut pas manger les bulbilles, et il se ressème partout, j'en ai partout, c'est quand même magnifique de se dire, j'ai de l'igname plein de jardin, et donc là, je t'en ai sorti un petit, tu vas voir, alors ça monte à entre 3 et 4 mètres de haut. Alors, il faut quand même que tu me dises, du coup, si le bulbille est toxique, on mange quoi? La feuille? Non, on mange, là, c'est une Dioscorée, hein, donc il faut quand même faire gaffe avec la famille des Dioscorées, et on mange le tubercule. Alors, dans des bonnes conditions, des terres sableuses, on a ici, à 40 km d'ici, la Saint-Claude de Direy, qui est la capitale européenne de production de l'igname. C'est en Sologne, ils sont sur des sables, ils arrivent à faire des machins grands comme ça. Moi, sur mes argiles, non. Je la cultive comme une plante que je suis très, très heureux de voir ressortir au printemps. D'accord. Et je me dis, tiens, quand il ressort, les jours rallongent, la terre réchauffe, il va être temps de s'y mettre. Ça te donne c'est un bon indicateur finalement. Voilà, et toi tu es sur quel sol? Parce qu'on a parlé de ta superficie. Alors sur un sol plutôt argilo-calcaire, voilà, qui est couvert tout le temps, quasiment, sauf à certaines périodes de l'année parce que j'ai besoin qu'il se réchauffe. Voilà. Et quand on subit aussi des attaques de limaces au printemps, les printemps un peu pluvieux, humides, je ne peux pas décemment garder le paillage. Ça pourrait me ruiner tu vois, Ouais, ça héberge trop de limaces. Oui, voilà. Ouais. Alors après, le sol est amendé à chaque fois que je le peux avec matière organique, feuilles, puis t'as des paille, poules, foin, j'ai des poules. Donc tout ça, c'est apporté sur le sol. J'ai même testé à grande échelle le paillage de surface, le compostage de surface. J'ai abandonné, je me suis rendu compte que c'est super, hein, vraiment. Tu me regardes avec des grands yeux. Ouais, moi je trouve que c'est... C'est vraiment super, sauf que ça attire les campagnols. Et chez moi, le campagnol, c'est vraiment un problème. C'est mon ennemi numéro 1. Alors que ici, terre hydromorphe, qui inonde l'hiver, on a cet avantage-là. On n'est pas embêté par les rongeurs et les campagnols, les galeries sont pleines d'eau. Moi, c'est une horreur. Alors, un côté quand même qui est très... Moi, je trouve que c'est très touchant. En fait, c'est de se dire que ces semences, elles ont une histoire, elles ont voyagé, et qu'à une époque où on a quand même des phénomènes migratoires très importants et très bienvenus, viennent avec des semences qui sont bienvenues. Je trouve ça dément que des gens quittent leur pays, leurs racines, leur famille, leur potager, tu vois, et pour s'exiler loin, alors pour quitter la misère, pour quitter la guerre, pour quitter je ne sais pour quelle raison, eh ben, il y a toujours des gens qui ont le réflexe de mettre une poignée de semences dans une poche, une valise, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la migration des gens, la migration des semences. Qui va où? Qu'est-ce qu'ils emmènent avec eux? Et je trouve ça vraiment fabuleux. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont des anecdotes, des histoires de famille, des choses à raconter, ce serait bien qu'on ait des retours. Qu'on arrive à aller... Oui, bien sûr, qu'on arrive un peu à concentrer un petit peu tout ça, parce que là, c'est pas le moment, c'est pas l'occasion, ce serait un peu long, mais il faut savoir que là, on a 3 espèces différentes, avec des variétés peu communes, ça va s'apprendre aussi, parce que quand les gens migrent, ils migrent avec leurs semences, mais ils migrent avec leur savoir aussi. Et donc là, c'est un savoir que tu vas me transmettre. C'est quand est-ce que voilà, quand est-ce que tu les sèmes, et comment tu les cultives, etc. Et ça, maintenant, papier, crayon, puis on va tout noter. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est au détour de voyage, par exemple, c'est de voir, d'aller visiter des potagers collectifs notamment. Et tu rentres dans un jardin et tu te dis, tiens, là, il y a un Turc. Là, c'est un Maghrébin. Là, c'est un Italien. Et tu le vois à ce qui a été planté. Ça, je trouve ça fabuleux. Et surtout, c'est que ça rapproche les gens. Tu vois, il n'y a pas d'histoire. Le potager rapproche les gens. Moi, je trouve qu'on a été passionnant et qu'on a eu un super public. Donc, les ronflements, les soupirs, le fond sonore. Il nous dit, oui, fais pas trop de bruit, tu vas me le réveiller. Voilà, c'était ça.
Moi, je voudrais remercier aussi Guylain, parce qu'il a été patient quand même. Bah ouais, il était charmant. Et puis, moi, ça m'a permis de faire ta connaissance, Guylain. Et Enchanté. voilà. Ouais. Donc, merci pour tout ça. À très bientôt alors. Salut.